La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Salut Guy! Comment ça va? Ça va bien, Comment toi? ça va, Merci Guy? de... Oui, vous m'entendez? On Très t'entend, bien, on t'entend. très bien, très bien. J'arrive pas à embarquer sur mes petits écouteurs de schnout. On t'entend bien. Mais vous m'entendez bien? OK, Ouais, d'abord. on Ouais, Là, toi, vous tu nous m'entendez entends bien? aussi? Oui, super bien. Bon, Good, C'est good. désolé ça, du 15 l'essence. minutes de retard. Oui, ben, c'est pas facile pour moi. Je me couche à 8 heures habituellement. J'en doute pas. Prends-tu un petit verre avec nous autres à soir, Guy? Oh oui, je me suis fait un petit gin tonic de Guy Lafleur. Là. Qu'est-ce que t'en Oh! penses? C'est-tu pas pire? On entend C'est des bon, bons ça, reviews. ouais. Mhm. C'est bon? Très bon. Il est c'est très bon. Vraiment, là. Hey, puis Guy, c'est drôle, tu commences de même avec le gin de Guy Lafleur. Je pense que tu as quand même une belle relation avec M. Lafleur. Oh. Ben, le gin n'était pas bon, finalement. Ils viennent de partir. Il est encore lisse. Attends une minute, on recommence ça. Hey, Arrête de niaiser, là! J'ai touché à mon écran. J'ai dit, il n'a pas aimé ma première question. Il a dit, bon, ça, c'est deux amateurs. mange la Salut! Salut, c'est fini. Non, je disais, tu as une belle relation avec Guy Lafleur. Tu sais, c'est un gars que tu respectes énormément. Oui, ça n'a pas super bien parti au départ, mais oui, on s'entend super bien. Mais pour la petite histoire, c'est que nous, on invitait tout le temps Guy Lafleur à venir à Tout le monde en parle, puis il est venu un moment où on l'invitait, puis il y avait des problèmes dans sa vie privée, puis il ne voulait pas venir. Alors un jour, il s'en va faire... tu sais, il a fait un DVD, je pense que c'est Régent Tremblay qui l'interviewait dans un train, là, puis il rencontrait ses anciens coéquipiers, puis... Alors, Régent Tremblay lui demande au bout de 2 ou 3 jours pourquoi tu ne vas pas, tout le monde en parle, pour parler de ce projet-là. Il dit, je ne veux pas aller là, je vais me faire poser des questions que je n'ai pas le goût, puis moi, je réponds tout le temps, puis le père, je ne le connais pas, je ne suis pas sûr de lui, papa. Et quand ils sont revenus à Montréal, la fille qui était la coordonnatrice de production lui dit, avec qui il s'entendait super bien, lui dit, tu devrais y aller, tout le monde en parle parce que mon chum, il ferait attention à toi. Puis là, il dit, c'est qui ton chum? C'est l'animateur. Alors, grâce à Mélanie, parce que c'est vraiment grâce à elle, Guy Lafleur a décidé de venir à Tout le monde en parle. La première affaire qu'il a fait quand il est arrivé, il a dit, « où Mélanie? » Ah ouais, hein? Je dis, elle est là, elle est pas loin. Puis, depuis ce temps-là, on s'entend super bien. Il est venu quelques fois à l'émission. Vraiment, on s'entend super bien. Puis il est drôle, Guy Lafleur. Puis je comprends ce qu'il veut dire parce que, tu sais, moi, je suis de la génération qui regardait beaucoup le hockey avant que je fasse l'amour. Puis ça tombait bien parce que c'était dans les années 70. Puis c'est là qu'ils ont gagné plein de Coupes Stanley. Alors moi, je regardais Guy Lafleur. Je l'ai vu jouer. Puis je voyais bien que il détonnait du Canadien. Parce que les anciennes vedettes, c'était des Jean Béliveau, c'était des gens qui respectaient l'organisation. Lafleur, quand il n'était pas content, il disait ce qu'il pensait. Puis moi, j'aimais ça. J'aime ça, des caractères comme ça. On est comme ça, nous, les Guy. Alors, tout ça pour dire que maintenant, on s'entend super bien. Puis il a un super bon sens de l'humour. Tu sais, là, il est malade. Ben là, il est en train de se rétablir. Là. Il est de temps en temps, je lui écris, puis je lui demande comment il va. Puis lui, il me suit sur Instagram parce qu'il tag à peu près toutes les affaires que je fais. Alors, on est des Guy qui s'entendent bien de loin. Cool, mais c'est drôle parce que des fois, on a pas ce dilemme-là, mais cette question-là qu'on se pose. Et puis nous autres, on n'a peut-être pas le même mandat que tout le monde en parle. Là. Mais tu sais, quand mettons, Guy Lafleur dit je veux pas y aller parce que j'ai des problèmes personnels puis je veux pas en parler. Mais où la limite entre où tu peux aller puis Chris, le monde va le savoir, tu sais? Bien, c'est quand les problèmes privés deviennent publics. C'est ça l'affaire. Mm-hmm. C'est un problème, je dis n'importe quoi, de drogue ou d'alcoolisme pendant que tu joues au hockey puis tu viens, tout le monde en parle, on va t'en parler. Si tu fumes des joints avec tes amis pendant l'été, je te parlerai jamais de ça. C'est quand ta vie privée devient publique. Puis effectivement, il avait raison. S'il était venu, tout le monde en parle à ce moment-là, on lui aurait posé des questions là-dessus. Ouais. Mais 8 ans après, 10 ans après, 5 ans après, quand l'eau a coulé sous les ponts, ça ne devient plus une priorité, là. Fait qu'il y a ça aussi, les gens, ils choisissent leur moment pour venir.
Mais dans le cas des sportifs, c'est des êtres humains très particuliers, les joueurs, spécialement de hockey, là, parce qu'on va faire la différence entre les Olympiens. Ça, les joueurs de hockey, toute leur vie, ont des rapports d'homme à homme. Là. Alors, les intermédiaires, ils n'aiment pas ça. Tu as plus de chances d'appeler chez Guy Carbonneau puis qu'il accepte de venir à ton émission que tu demandes à son relationniste qui va demander à son agent qui va lui demander. Ça, là, ça ne se rendra jamais. Puis c'est arrivé quelques fois, tu vois, avec le Canadien, on voulait avoir Kovalev. Puis ça ne marchait pas pour différentes raisons, probablement parce que lui aussi, il est un peu, il dit ce qu'il pense. T'sais. Mais comme il était associé à une cause caritative, ben nous autres, on est passé par là, puis on l'a invité, puis il est venu. Puis de toute façon, le Canadien a bien vu au fil des années que quand on invite des joueurs, c'est pas pour les blaster, là, c'est pour jaser avec eux autres. Puis surtout, puis aussi de leur poser d'autres questions qui se font demander à RDS ou dans des scrums de presse. Puis il y a deux raisons à ça, c'est que premièrement, moi, ça m'intéresse pas tant que ça, le hockey. C'est-à-dire, moi, j'aime ça regarder un match, j'aime ça regarder la dernière période, j'aime ça quand c'est chaud, mais que 2000 gérants d'estrade me disent ce qu'ils feraient avec le troisième trio, puis pourquoi on n'échange pas Price contre Crosby, puis ça me tape ses nerfs, ça, je trouve ça minable. Fait que ça, là, j'ai pose jamais ces questions-là. Jamais, jamais, jamais. Ça m'intéresse pas. C'est bon, mais est-ce que c'est cette année en pandémie, tu sais, je pense que à quel point c'est difficile la réalité, tu sais, parce que vous faites quand même du montage, là, dans Tout le monde en parle normalement, les tournages sont le jeudi, le show le dimanche, Ouais. mais d'être live, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce que ça change dans le quotidien, mais aussi dans le delivery, dans la façon de se préparer, dans le stress de ne pas en échapper une? Ben, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au fil des années, c'était pas le cas au début, là. Au début, je me trompais souvent, puis le montage aidait les invités, mais il m'aidait moi aussi. Mais le nombre de fois que tu vas me voir bafouiller, mettons, le dimanche, ben c'était ça avant. La raison pourquoi il y avait du montage, c'était que ça permettait de faire parler des gens qui ne parlent pas nécessairement tout le temps. Là, je suis pris en direct à inviter des verbomoteurs, des gens qui vont répondre tout de suite. Il a fallu que je vous voie tous les deux, faire la poche bleue, puis que je vous vois à TV à des games de hockey pour parler, pour analyser puis commenter, pour que je dise, OK, les autres sont capables. Mais quand tu invites quelqu'un qui est gêné, quand tu invites quelqu'un qui est timide, puis ça va me prendre 5-6 minutes le starter, et moi, avant, je peux faire ça. Moi, je peux recevoir Roy Dupuis, puis quand je te montais l'émission, il avait l'air du gars le plus bavard de la Terre. Mais Roy, c'est quelqu'un qui commence tranquillement, puis si tu le brusques ou si tu lui poses une question plate, il ne répondra pas. Fait que le montage me permet ça. Et là, je ne l'ai pas. Fait que je suis comme un petit peu obligé d'inviter tout le temps des grands gueules ou des gens qui parlent, puis de me concentrer sur leur sujet à eux. Ouais, je ne pourrais pas prendre beaucoup de chance avec vous autres sur d'autres affaires parce que je ne sais pas ce que vous allez dire. Et si vous mettez le pied dans la bouche en disant quelque chose sur un sujet que vous ne connaissez pas, puis c'est pas pour ça que vous êtes venu, vous allez avoir la cave. Puis moi, j'avais une entente entre moi et moi quand les invités étaient caves sur un domaine, sur un sujet qu'ils connaissaient, je le laissais tout le temps. Puis quand c'était sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas, là, des fois, je faisais attention. Parce que je me disais, là, il est sorti de sa zone de confort. Il a eu la générosité de dire quelque chose, puis il a l'air d'un esti de tapeur. Ça, je l'enlevais. Mais quand quelqu'un faisait une gaffe, en parlant du sujet qu'il est supposé maîtriser, là, il avait beau m'appeler puis me dire n'importe quoi. Son problème. Je suis désolé. Là. Ben oui, c'est arrivé souvent. C'est arrivé pas mal souvent. Oui, puis c'est intimidant. C'est intimidant d'aller à Tout le monde en parle. On vient de le vivre, justement. Puis, mais de ton côté, ça t'es-tu déjà arrivé de faire des entrevues ou que toi, dans ta chaise, t'étais comme « Oh, wow, là, je suis stressé. » Je suis pas un gars bien nerveux, non. T'as pas l'air bien nerveux. Non, mais je suis pas groupie. Ouais. Mes idoles sont décédées, tu sais, ou je les rencontrerai jamais. Puis, je pense que je serais déçu aussi parce qu'à chaque fois que j'ai lu sur des idoles que j'avais, tu te rends compte c'est quoi leur vie. Tu te dis, OK,
c'est un expert où il est génial quand il joue de la guitare ou quand il joue au basket, mais dans le reste de la vie, c'est un trou de cul comme la plupart du monde. C'est toujours un peu décevant. Mais moi, j'ai pas le culte de la personnalité. J'haïs les groupies qui me suivent après. Là, je déteste ça quand j'étais dans RBO. Là, ça m'a tout le temps énervé. Et donc, moi, je suis pas groupie non plus. Mon père me disait... Après le show, l'autre fois, tout le monde en parle. Je dis à Max, je ne vais pas le voir. J'ai dit, lâche-les, il n'aime pas ça, les groupies. Max, il voulait aller te voir. Puis tout, non, j'ai dit, Max, décolle. C'est pour ça que tu faisais ça même tout le temps. Ah oui, va-t'en. Puis c'est ça, je pense que tous les êtres humains méritent le respect, à part ceux qui ne le méritent pas. Fait que faut que tu regardes les gens dans les yeux. C'est peut-être là que je rejoins les joueurs de hockey qui veulent me parler avant de venir à Tout le monde en parle. Je les comprends, puis je trouve ça cool. Oui, parce que c'est quand même stressant. C'est sûr que avec le temps, ça a changé quand même. Là, mais tu dis que tu n'es pas stressé, mais il reste que quand tu es fan des années que tu as parlé du Canadien, de recevoir un gars, j'étais là à cette émission-là, mais une prestance comme Jean Béliveau, que tu veux vraiment que le gars, ça soit parfait, puis que tout soit beau. Ben oui. Ça doit oui, aussi, mais des Jean Béliveau, des Gilles Vigneault, il y en a 10 au Québec. 10, ouais, c'est ça. Même pas. Mm-hmm. Puis, ils ont souvent 80 et plus. C'est des idoles. Tu leur dois un respect. Là. C'est des statues vivantes. Alors, puis moi, je suis très respectueux envers les gens qui ont donné leur vie à leur sport ou à leur conviction ou à leur art, mais il n'y en a pas beaucoup de monde comme ça. Là. Puis... Mais toi, Guy, en tout cas, je te connais pas vraiment, là, personnellement, mais on dirait que c'est vraiment les valeurs pour toi qui viennent te chercher, pas autant ce qu'ils ont accompli dans le monde du sport. On parle de Jean Béliveau en ce moment, c'est un gars que ça paraît qu'il a les valeurs à bonne place. Puis toi aussi, toi, on dirait que tu défends ça énormément. Moi, j'ai toujours défendu ça. En fait, j'ai un quartier assez modeste, d'une famille assez modeste, puis ça m'a toujours énervé les gens qui jugeaient les autres non pas sur leur nom, mais d'où ils viennent. Ah oui, toi, t'es juste ça. Ah oui, toi, tu viens de Hochelaga Maisonneuve. Ah, toi, t'es pauvre. Toi, tu joues, t'as pas fait le club. Whatever. Alors que cette personne-là est peut-être la personne la plus brillante dans un autre domaine. Puis, je pense que le fait d'avoir fait du sport d'équipe quand j'étais jeune, quand je me suis retrouvé dans RBO, ben, c'était pas du sport, mais c'était une équipe. Puis tu utilises les forces de tout le monde, puis tu apprends des forces de tout le monde. Moi, j'ai appris à jouer mieux en côtoyant les autres membres de RBO que je trouvais meilleurs que moi. Les autres ont peut-être appris à écrire plus rapidement parce que moi, c'est ça que je faisais. La scène émulation, ce qui fait que 30 ans, 40 ans après, on est tous bons, égales, je dirais. Mais ça, c'est du travail d'équipe. Vous savez ce que c'est? Puis une équipe, c'est meilleur que... C'est-à-dire, une équipe n'est jamais meilleure que le plus faible de ses... Son maillon faible, oui. De ses membres ou de ses joueurs. Puis moi, j'ai toujours compris ça, puis j'ai adapté ça tout au fil de ma carrière sur les autres projets que j'ai faits. Je suis un gars d'équipe, puis je respecte mes coéquipiers. J'ai une question par rapport à ce que tu dis là. Comment, premièrement, comment est-ce qu'on devient Guillaume Lepage? C'est une question en 3 temps, tu sais. Comment est-ce qu'on devient Guillaume Lepage? Est-ce que Guillaume Lepage se sent est-ce qu'aujourd'hui il est sur son X ou quand on regarde un gars comme Marc Messier à 73 ans qui fait son premier one-man show, tu sais, tu as fait RBO, là, tu animes, tu as tellement de cordes à ton arc. Est-ce que tu es vraiment sur le X que Guy voulait quand il a commencé? Bien, je voulais pas faire ça, alors c'est pas dur. Je suis sur une net, j'ai les 2 pieds sur une net que je ne savais pas qu'il existait. RBO, c'était mon stage de radio à l'UQAM. Ça devait durer 13 semaines, ça a duré 14 ans à temps plein, puis 40 ans à temps partiel. J'ai jamais rêvé, moi, que je serais sur une scène. J'ai jamais rêvé que j'animerais une émission de télé ou que même je deviendrais une personnalité publique. Alors, je suis tout le temps un fuck you de m'en aller, tu sais. Puis tout le monde le sait. Moi, je m'investis totalement dans mes projets. Je demande beaucoup de cordes. Je veux qu'on me laisse faire. Puis c'est souvent assez de cordes pour me pendre aussi, parce que si ça ne marche pas, on pourra dire que
parce que je me suis pendu. Et en retour, je veux pas qu'on intervienne dans mes affaires, sinon pour suggérer. J'écoute toutes les suggestions, mais ce qui rentre pas dans mon modèle, ou je le file pas, ou j'ai pas le goût de le faire, je vais avoir le dernier mot là-dessus. Puis j'ai vraiment une équipe formidable. En fait, c'est très, très rare que c'est moi qui prends tout seul une décision parce que je suis bien conseillé. Je suis vraiment un gars d'équipe. Tout ce que j'ai réussi à date là, dans ma vie, là, c'est parce que j'avais une bonne équipe. C'est peut-être ma plus grande qualité, en fait. Je sais bien m'entourer. Oui, puis c'est un signe de force aussi. Là, dans le monde du hockey, un entraîneur qui va chercher des bons entraîneurs parce qu'il n'a pas peur de se faire voler sa job. Puis je pense que c'est important aussi d'aller chercher du monde qui ont du guts à côté de toi, là, qui ont de l'imagination aussi. Ben, c'est qu'il ne faut pas que tu aies des suiveux, il ne faut pas que tu aies des lots au feu, il faut que tu aies des gens qui vont te pousser. Ouais. Tu sais, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y avait une série qui s'appelait Entourage. Ouais. Puis aux États-Unis, il y a souvent ça. Tu as une vedette, puis là, tu as son gérant, puis 2-3 flabzos qui le suivent, puis c'est tout du monde qui disent t'es bon, t'es bon, t'es bon. Fait que quand il est plus bon, personne n'y dit, même son équipe qui le trouve plus bon. Puis à un certain moment, quand le gars il est vraiment plus bon puis qu'il est largué, son équipe dit ah ouais, ça faisait longtemps qu'on le trouvait plus bon. Tu dis OK, fait que vous avez profité de lui puis vous l'avez jamais conseillé. Moi, j'ai du monde autour de moi là, qui me blaste hebdomadairement. Ouais, Sérieux, hein? Ben oui, mais hein, qui me disent ça, c'est pas bon, ça, c'est pas une bonne idée, mais ma blonde est comme ça. André Ducharme est comme ça. Guillaume L'Espérance, qui est coproducteur avec moi de Tout le monde en parle, ils me disent mes 4 vérités, puis j'en ai besoin. J'ai pas besoin qu'on me dise que je suis bon ou je fais bien ça ou que j'ai une belle carrière. Je le sais. J'ai pas besoin qu'on me dise ça. J'ai besoin qu'on me dise qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, puis comment on peut faire pour pas se planter ou pas refaire la même recette ou pas s'endormir sur ses lauriers, disons. Comment est-ce que tu fais pour... c'est beaucoup de recherche quand même, mais admettons un dossier que tu maîtrises moins bien ou que tu es moins à l'aise, parce que Chris, on a reçu des invités, nous autres, puis c'est dans le monde du sport, puis des fois, on est comme, je ne sais pas où aller. Puis toi, quand tu vas dans un domaine complètement que tu ne connais pas ou même qui ne t'intéresse pas, comment est-ce qu'on fait pour arriver et créer quelque chose d'intéressant? Ben, au début, tu lis, puis tu te renseignes, puis tu fouilles. Mais, tu sais, moi, ça fait 17 ans là, que je fais Tout le monde en parle. C'est un peu comme si ça faisait 17 ans que j'étais à l'université. À chaque saison, de septembre à mai, je lis 50 livres, dont au moins 40 que j'aurais jamais choisi moi-même, parce que c'est des livres qui ont rapport avec des invités. Je regarde des documentaires, je fouille des sujets que j'aurais jamais choisis si j'avais pas animé Tout le monde en parle. Mais au bout de 17 ans, tu sais, tu te rends compte, tu sais, par exemple, moi, je suis rendu pas pire en économie. Ça m'a toujours intéressé quand j'étais jeune, mais là, je peux te tenir une discussion pendant un certain temps. Ben, ça m'a pris plusieurs années à être capable de faire ça. Ça prend plusieurs années comprendre la politique internationale, puis d'être capable de rabouter des informations. Au début, je suivais à la lettre ce qu'on m'expliquait, puis j'essayais de comprendre. Maintenant, je suis capable de faire des déductions tout seul, comme probablement toutes les personnes qui font leur travail depuis 10 ans, 15 ans. Tu sais, moi, ça fait 17 ans, là, je suis dans ma 17e année. C'est fou en tabarouette. Je ne m'attendais pas à ça. Là. Moi, je pensais que je fais ça 2-3 ans. Pour les gens qui nous écoutent, parce que tu sais, on ne voit jamais ce côté-là, c'est quoi la routine d'une journée, tout le monde en parle? Tu arrives à quelle heure, qu'est-ce que tu fais, tes recherches, qui fait ça, c'est quoi les discussions, qui prend les invités, comment ça fonctionne? Ben, avant ou après la pandémie? Ouais, on peut dire, mettons avant. Avant, le mardi matin, on avait une réunion dans laquelle on avait, quand on commençait la réunion, là, très souvent, on n'avait aucun invité de booker alors qu'on enregistrait le jeudi soir. Aucun. Ou un. 2. Des fois, on avait une grosse semaine, on en avait 2. Et parce que ça s'appelle Tout le monde en parle, puis il faut suivre l'actualité. Ouais. Alors là, très rapidement, pendant 2 heures de temps, on se faisait un pool d'invités. La plupart acceptent. Quand ils n'acceptent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas disponibles ou qu'ils sont vraiment pognés dans un asti de scandale. En général, ce qu'on appelle le booking va très, très bien. Ça arrive une fois de temps en temps que
On est un petit peu à la dernière minute, mais en général, ça va bien. Et là, on a 6 recherchistes, puis 6 sujets. Alors là, tout le monde bûche là-dessus. Tout le monde a des spécialités aussi. Les gens s'aident aussi. Des fois, les dossiers sont séparés. Moi, pendant ce temps-là, on m'envoie un documentaire s'il y a un documentaire à regarder, un livre s'il y a un livre à lire, un film à regarder, whatever. Là, j'accumule des informations. Le mercredi, je commençais à recevoir les recherches. Je recevais les recherches des recherchistes. Je les annotais, je modifiais des questions ou des formulations. Je les envoyais à André Ducharme, qui lui faisait ça aussi. Il me les retournait, je les réarrangeais. Je le retournais au recherchiste de départ parce qu'il faut respecter son travail puis ce qu'il a fait, puis il va me dire hey, ça, c'est une bonne idée, mais ça marche pas, tu as oublié tel truc. Bref, ça passe dans plusieurs mains, dont la rédactrice en chef. Chaque recherche passe dans 4 ou 5 mains. Et là, quand on arrive le jeudi soir, en théorie, même si c'est beaucoup d'informations, parce que ça durait 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures, 6 heures au début, où j'anime pendant 6 heures de temps. Puis là, je suis mieux d'être vraiment concentré. C'est pas le temps qu'un de mes enfants se fasse une jambe parce que ça rentre pas tellement dans mon cerveau. Et Puis là, le vendredi et le samedi, je faisais du montage. Et au début, ça me prenait 12 heures le vendredi, puis ça me prenait 10 heures le samedi, ça me prenait 22 heures monter l'émission. Puis à la fin, j'étais rendu à 10 heures, 6 puis 4. Puis c'était mieux monté qu'au début. Puis le montage, puis la raison pourquoi je voulais faire le montage, je te dis, c'est pas moi qui pitonne, mais c'est moi qui choisis tout ce qui va être dit, c'est que je voulais qu'il y ait une ligne éditoriale, puis je voulais que si, par exemple, vous deux, vous n'avez pas aimé votre entrevue, c'est de ma faute. Je dirais pas, ouais, c'est le réalisateur qui a choisi, c'est moi qui ai choisi ça. Je suis responsable. Si c'était bon, je suis responsable du contenu, puis si c'était mauvais, c'est moi qui t'engueule. Fait que ça, c'était avant. Maintenant, comme on a 2 jours, comme on monte pas, on a 2 jours de plus pour se préparer. Mais on est en direct. Fait qu'en théorie, quand je te pose une question, je connais ta réponse, celle que je pense que tu vas me dire pour sauver la face ou que le national t'a dit de répondre pour cacher ton scandale. Je connais la vérité, puis je me prépare des sous-questions selon ce que tu vas me dire ou pas. Fait que j'ai plus de préparation, puis j'ai pas le temps de niaiser parce que j'ai 15 ou 16 minutes avec toi, alors qu'avant, je pouvais en prendre 30, 35. Puis je pense pas que j'aurais été capable de faire ça au début, tout le monde en parle. Mais là, ça te stresse plus, je pense. Ça me stresse zéro, fuck off. Bon, je suis content de le faire. J'ai un petit buzz là, quand il me reste 30 secondes, tout ça, là. Mais moi, je prends mon pouls souvent, tu sais, puis ça donne 50. Ça donne 48. Il est pas super. Il est bas. Il est bas, mon pouls. Quand on se parlait cette semaine, tu me contais, tu sais, tu dis le monde d'habitude, le booking, ça va bien, mais un gars que vous avez eu de la misère à booker, c'était Claude Legault. Puis cette histoire-là, je la trouve vraiment drôle, très bonne. OK. Claude, c'est un de mes amis. Et c'est un fan de hockey. Là. Mais un fan, là. Il y a une partie là, entre le Canadien qui n'a plus de chance de faire les séries puis le dernier club de la division, puis il veut voir la game. Alors, un jour, il y a un match Canadien-Boston. Je l'invite, tout le monde en parle, pour parler de son film. Puis il dit, ouais, je sais pas, jeudi, je peux-tu venir jeudi prochain? Tu sais, voyons, c'est qui crée ça, lui? Il sort un film, tu sais. Là, il me dit, non, mais c'est parce que c'est Canadien-Boston, puis tout le kit. J'ai dit, ben Claude, enregistre-le, tu sais. Puis va-t'en chez vous, après. T'as juste à pas écouter la radio, puis tu vas voir la game. Fait qu'il dit, ouais, t'as raison, tu sais. Fait que, il vient à l'émission, tu sais, puis là, il dit, dites-moi pas le score, puis fermez les TV. On commence l'entrevue et nous, pendant qu'il se faisait maquiller, on a dit aux gens dans la foule, on leur a dit, Claude, il veut pas qu'on lui dise le score au hockey parce qu'il veut voir la game, puis il dit, Fait qu'on va lui faire croire que le Canadien s'est fait massacrer 7 ans. T'sais. Fait que là, je fais l'émission, je fais une entrevue, je pose une question, puis je fais,
Ah, OK. Claude, il dit, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est André Ducharme, il vient de me dire le score, mais je te le dis pas. Il dit, non, c'est quoi? Ben, c'est 1-0 Boston, là, il y a un but. Il dit, voyons, la game vient de commencer. Je dis, ah, ouais, ça arrête. Finalement, on y invente une game qu'il n'y a jamais eu, où le Canadien a perdu 7-1 alors qu'ils ont gagné genre 4-2. Et lui, toute la soirée, là, à un certain moment, il n'écoutait plus. Là. Ben voyons, 5-1, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait Price? C'est une passoire, tu sais. Il était vraiment triste. Il était. Et là, il a dit à la fin que c'était pas vrai. Tu sais. C'est bon, ça. Ouais, mais ça, c'est le genre de joke niaiseuse qu'on aime. Moi, en tout cas, j'aime bien ça, jouer des tours. Oui, beaucoup. Que le montage permettait. Mais Ben là, oui. C'est ça. tu parles de joueur de tour, c'est quoi ton plus gros tour en carrière, mettons? Hey, attends, là, tu sais, moi, mes tours, ça dure des jours et des jours. Si je te raconte un de la gang, on en a pour un bout, là. On est correct avec nous On autres, a c'est le toi. temps. Il me reste 6 bières dans le Nous autres, c'est toi, coureur. là. OK. Lequel je raconte? J'en ai tellement. D'autres, un esti de gang de moineaux, pareil, les autres. Ouais, Ah oui, ça doit OK. être tannant, ça. Ben oui, je vais vous en compter un si vous le trouvez drôle. C'est souvent mon gérant qui est la tête de Turc, Jacques Caprimo, parce que il aime pas la chicane. Alors, il est facile à pogner. Tu sais, lui, c'est le gérant de Rock et Belles Oreilles depuis 40 ans. Il n'aime pas le trouble, il n'aime pas la chicane. Il ne veut pas que le monde soit fâché. Tu sais, il a bien choisi son groupe. Alors, quand on faisait RBO au début, c'était tout le temps moi qui faisais les pacings. Le pacing, c'est, tu sais, tu fais 25 sketchs, puis là, tu les mets dans un ordre pour que tu commences par un bon sketch, tu mets ceux qui sont moins bons au milieu, puis tu essaies de finir avec un bon à la fin, tu sais, puis... Et un jour, il arrive, il dit Radio-Canada nous a demandé un best-of pour le 31 décembre. Dans ce temps-là, on faisait RBO Hebdo. Et c'est une émission à chaque semaine, RBO. Puis Radio-Canada avait décidé de ne pas faire de bye-bye cette année-là, si je me rappelle bien, parce que l'année avant, ça avait mal été. Puis... Fait que Radio-Canada nous demande un best-of, tu sais. Puis là, Jacques, il me dit, il faudrait faire un best-of. C'est cool. Il dit, quand est-ce que tu vas faire ton pacing? On est genre le 5 décembre, tu sais, ça te passe le 31. Genre, bientôt, là. Le 6, il me dit que tu vas faire ton pacing, on aimerait ça le voir, Radio-Canada va le voir. Eh oui, nous autres, on met ça 2 jours à l'avance, tu sais. Toujours est-il que j'ai pris les pires sketchs de l'année, puis j'ai fait un pacing finissait par le pire sketch à minuit, là. Le sketch le plus plate. Je pense que c'était même un sketch qu'on n'avait pas diffusé. Et là, je dis aux autres membres d'RBO, là, Jacques, je vais y envoyer ça à Jacques. Les autres, ils regardent ça, ils disent, voyons, c'est une joke. Je dis, il ne s'en rendra pas compte. Alors, il va capoter. Et là, vous ne dites pas que vous trouvez ça super bon. Toi, Bruno, tu trouves ça moyen. Toi, Yves, tu trouves ça audacieux. Puis toi, André, tu dis de toute façon, que je dise n'importe quoi, il va faire ce que... Il ne m'écoutera pas. Fait que là, je l'envoie à Jacques. Jacques, il m'appelle. Tu sais, le téléphone sonne, je ne réponds pas. Je vais voir le réalisateur, celui qui devait monter l'émission. J'ai dit, voici un faux pacing. Tu diras à Jacques que tu as monté cette émission-là. Là, je vais voir la directrice des programmes avec mon faux pacing. J'ai dit, je fais croire à mon gérant que c'est ça qu'on fait. Puis que notre photo du TV Hebdo, ça va être les slow-mo à l'Halloween. Les autres sont tous crampés. Et à chaque fois qu'ils appellent en quelque part, tout le monde il dit oui, la photo des slow-mo est partie au TV Hebdo, là, ils l'ont accepté. L'émission est montée. Il appelle le réalisateur. Il dit voyons, c'est les pires sketchs. Il dit gars, je peux jamais rien dire à ces gars-là. Tant pis, c'est ça que j'ai monté. C'est parti. Radio-Canada dit ah oui, c'est bien correct, cette émission-là. Puis le monde d'RBO, tu sais, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est genre, on va mettre de la marde en ondes, tu sais. Puis là, mettons, on est rendu le 12 décembre. Là, ça fait 6 ou 7 jours qu'ils courent après ça. Puis il arrive à la réunion, là. Les gars, il faut que je vous parle. Puis j'avais dit aussi, pendant que j'étais en tournage, j'avais dit, dès que Jacques s'approche de moi, c'est sûr qu'il va me parler de ça,
vous me soignez de là, vous m'appelez pour n'importe quoi, là. Guy, on tourne le sketch. Et puis, il est là, puis à un certain moment, il a réussi à nous réunir, puis il dit, bon, les gars, j'ai vu le pacing de l'émission, là, puis en tout cas, moi, j'en ai trouvé. J'ai pris des notes, là, j'en ai trouvé d'autres. Et là, il y a 4 pages de notes, à peu près toutes les autres sketchs de la saison, à part ceux-là. Et là, on est parti à rire, puis là, il a dit oh, vous êtes bien chien, pourquoi vous avez fait ça? C'est beaucoup de travail. Ça, c'est de la prank en tabarouette. Oui, mais pour faire un gag, il ne faut pas que tu décides un matin, je me lève, puis je vais faire tel joke à Max. C'est toi qui vas me dire c'est quoi l'affaire. Tout d'un coup, là, tu vas être nerveux ou insécure sur quelque chose. Là. Puis là, tu viens d'ouvrir une porte. Vulnérable. Là. Puis en général, tu deviens mon ami. Là, je dis, ah, c'est dans le même, hein? C'est sûr que. puis quand ils ont essayé de me pogner à surprise, j'aurais pu pogner, là, je m'en suis rendu compte, mais c'est parce que c'était un mauvais choix, tu sais. Puis ils savaient que j'aimais ça jouer des tours, fait qu'ils m'ont demandé, ben d'abord, on va faire un spécial de 90 minutes où c'est toi qui vas pogner toutes les personnes. Puis j'ai dit, ben, vous avez bien choisi la personne pour faire ça parce que j'aime ça. Puis d'ailleurs, c'était une super émission. Puis j'ai pu niaiser. Francis Redé. Vous vous compte ça? Ouais, on s'en va. Francis Redé, pour faire une histoire courte, c'est mon ami depuis 25 ans et mon petit cousin depuis 4 ans. J'ai appris que c'était mon petit cousin. T'es sérieux? Nos grands-pères sont frères, puis nos arrière-grands-mères de l'autre côté sont sœurs. Oui, on est... puis on est au même niveau, le petit cousin, là, c'est-à-dire on est au même niveau de l'arbre généalogique. Ouais. Alors, Francis, on décide. Moi, je ne suis pas fou de hockey, mais Canadian Rangers joue. Je pense que c'est. Oui, Canadian Rangers joue. On va au Forum, au Centre Bell, voir le match le vendredi. Puis, puis le lendemain, il joue à New York. Puis on avait décidé d'aller à New York. Alors, on s'en va voir le match le lendemain. On arrive à New York. Mais ce que Francis ne sait pas, c'est que moi, je fais surprise. Alors. Et ce que je suis supposé faire, c'est on part en boys, là, on laisse nos enfants et nos blonds là, qui sont au courant d'ailleurs qu'on y fait un truc. Là, on arrive dans notre chambre d'hôtel, puis c'est cool la chambre d'hôtel. La seule affaire que j'ai à faire, c'est de rentrer avec ma caméra pour dire hey, ouais, on est à New York, puis là, je rentre dans la toilette où il y a une espèce de petite bouteille de parfum que j'ai pris. Là, je dis à Francis, viens dans la toilette. Il dit quoi, qu'est-ce que je fais push, tu sais, puis j'y mets ce parfum-là. Il dit, c'est tombé dégueulasse. Je dis, gars, j'ai trouvé ça ici. Puis ce qu'il ne sait pas, c'est que ce petit parfum-là, je ne sais pas c'est quoi le terme, mais c'est de la noune de chien. Là. C'est l'odeur de la femelle du chien. Là, et là, je mets ça partout dans ses bagages. Et là, fin du gag. On va au hockey. On rencontre Jean Houle dans l'entrée qui nous a dit oh, de la belle visite de Montréal. Il dit oui, il dit vous êtes ici pour affaires ou pour le travail? J'ai dit ben, un peu des deux. On va voir la game, on a bien du fun, on s'en va manger au restaurant de Robert De Niro. C'est une belle soirée, on boys. Mon gag est fini jusque-là. Quand on arrive à l'aéroport, moi, ce que j'ai mis, c'est de la noune de chien. Là. Et aux douanes, ils font partie du gag. Quand ils sortent les chiens, tout le monde se garoche sur son. Puis Francis, ben oui, sur son sac. Puis Francis, lui, il a peur de se faire arrêter. Il a peur d'avoir un ticket. Là. Il est super respectueux des lois. Puis, et là, il se fait arrêter, fouiller. Puis moi, pendant ce temps-là, je dis au douanier, vos hosties de petits power trip, hein, vous faites vos smart, gang de trous de cul. Puis lui, il dit, arrête, tais-toi. Puis il capote, il est sûr qu'il y a de la dope sur lui parce que tous les chiens de l'antidrogue tournent.
Puis quand il a vu que c'était un gag, quand il a vu que Marcel Béliveau est sorti avec un petit caniche rose, tu sais, puis qu'il a dit bienvenue à Surprise, surprise. Hey, il m'a sauté dessus. Mon tabarnak! Ah ouais? C'est incroyable. Hey, ça, c'est bon, là, c'est long, là. Ça, c'est cochon en tabarouette, là. Ouais, mais ça, c'est un tour, tu vois, ça a pris seulement 3 jours. Celui-là, j'ai trouvé ça, c'est un petit tour. T'es C'est pas soft. assez long. T'étais C'est pas soft. assez long. T'étais Oui, soft un c'est pas peu. assez long, ça. Mais tantôt, tu parles d'aéroport, tu parles de Guy Lafleur, puis tu m'as dit que vous étiez à l'aéroport, vous êtes fait reconnaître, toi puis Guy Lafleur, puis le monde t'ont fait rire, le monde qui était à l'aéroport. Ben oui, je reviens de la Floride, puis tu sais, ça arrive souvent que tu croises Mario Tremblay. Tu sais, ben, José Théodore, là, tout le monde qui. Ouais. Là, Guy Lafleur est là, puis il revient, lui, il prend le même avion. Fait que, on attend, on a pris nos billets, puis on est à côté de l'autre, puis on chasse. Puis là, il y a des Québécois qui arrivent ou qui partent, je ne sais pas trop. Hey, est-ce qu'on peut avoir une photo? Ben oui. Est-ce qu'on peut avoir un autographe? Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, on est tout le temps ici le mercredi de 1h à 2h, lui et moi, pour signer des autographes. Ah oui, vous êtes là la semaine? Ben oui. Puis lui, il est crampé, tu sais, il rit. Ah ouais, on vient tout le temps signer des autographes. C'était carré. Imagine le monde, tu sais, sont comme. Je t'écoute parler, là. T'étais comment à l'école, mettons, comme jeune? T'étais-tu un tannant ou. Non. Je suis devenu plus rebelle fin de l'adolescence, 15-16 ans. Non, j'étais bien tranquille. J'avais un bon sens de l'humour. J'aimais ça faire des gags, mais j'étais très respectueux de l'autorité. Je voulais apprendre. Puis à un certain moment, je me suis rendu compte que je pouvais apprendre de certaines personnes, là, puis qu'il y a des excellents profs, mais qu'il y a vraiment des estis de tatas. Puis j'ai comme décidé que les tatas ne mèneraient pas ma vie. Je me suis levé un matin, là, genre 15 ans, là, je ne sais pas trop, là, que j'ai dit, tout ce que j'ai pas le goût de faire, je le fais pas, ou je le fais plus. Mais comme je n'étais pas délinquant, comme je vendais pas de la dope, tu sais, je faisais pas des affaires de même, je n'étais pas un cas de casier, mais j'étais totalement... Non, mais j'étais un rebelle intellectuel. Je n'étais pas d'accord, je le faisais pas, là, que ce soit n'importe qui me le dit. Et c'est une excellente formule. J'applique ça depuis maintenant 45 ans et ça fonctionne super. Ça marche, ça a l'air de bien marcher, en tout cas. Ouais. J'ai la question, tu sais, je pense à RBO, puis ça, c'est une autre affaire. Là, on aimerait ça vous recevoir tout le monde ensemble, parler de sport, puis faire un esti show. Parce que je sais qu'André puis Yves, je pense que c'est des freaks. Là, et Bruno, moi, si on est les 4, là, moi, je parle pas, là, je vais attendre. Okay. Bon, ils vont vous poser toutes sortes de questions plates sur le troisième trio, puis le deuxième power play, puis moi, je ne vais rien dire parce que je m'en calisse. On se fera un show avec la gang, j'adore ça, c'est un deal. Mais la question qui me vient, tu sais, je pense au personnage dans le temps à RBO que vous mettiez l'emphase dessus. Tu sais, des fois, vous tapiez sur le clou quand même assez solide. Tiens, mettons, je prends un gars comme Steph Richer, mettons, tu sais, que vous avez quand même été. Ça a quand même. C'était assez solide pareil des fois. Puis après ça, quand il parle que ça l'a atteint, est-ce qu'on se sent. Comment on se sent là-dedans? Je ne sais pas si la question a fait du sens, là, mais. Oui, elle fait du sens. Ben, c'est-à-dire, quand tu rencontres, mettons, Stéphane Richer, qui est vraiment un chic type, là, c'est un bon gars, là, tu sais, c'est un gentil géant, là, qui te le dit, parce qu'il me l'a dit d'ailleurs, mais tu sais, moi, je l'ai imité, je ne sais pas quoi, en 87, puis il m'en a parlé en 2005. Fait que disons que l'eau avait coulé sous les ponts. Fait que c'était cool, tu sais, c'était vraiment smooth. Mais c'est sûr que c'est pas le fun d'apprendre ça. Sauf que quand tu es une personnalité publique, tu es responsable de tout ce que tu montres. RBO, là, on riait des travers qu'on voyait à la TV, à l'écran. Pas creuser quelque chose de privé, c'est ça? Hein, je comprends. Non, jamais. Mais oui, il y en a du monde. C'est pas arrivé si souvent que ça, mais il y a du monde qui m'ont fait. C'est pas filer cheap parce que c'est ça qu'il faisait dans la vie, puis c'est de ça qu'il avait l'air. Il y avait pas Stéphane Richer, quand il a commencé, puis il sortait de Ripon, là. Alors qu'il y avait un asti de garnotte, là. Je comprenais rien de ce qu'il disait, là. Je comprenais pas un crise de mots de ce qu'il disait. fait que c'est un peu ça. Mais non, mais il a grandi, il a évolué, il vieillit super bien, il est vraiment cool, tu sais. Mais c'était ça son image à l'époque. Ah ouais, je comprends. Ah non, mais moi, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Est-ce qu'il y avait une ligne directrice, on ne va pas là, ou ces sujets-là, on ne les touche pas? Ou... La vie privée. Privé, OK. Privé. Oh non. Non.
de notre façon, CP privé, si je fais sur ta VP qui est vraiment privée et que personne ne sait, il n'y a personne qui va rire Non, en c'est ça. partant. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et tu sais, je sais pas, personne, ils vont dire pourquoi ils ont dit ça sur lui. Fait que, à partir de fait que là, ça devient un gag raté, tu sais. C'est ça. Ouais. Ça peut devenir un excellent potin si c'est écrit dans une revue à potin, mais comme gag, c'est raté, tu sais. C'est bon. Puis là, on parle beaucoup de hockey et tout ça, mais je pense que tu es un grand fan de basketball aussi, pour ceux qui ne le savaient pas. Puis tu as eu la chance d'assister au dernier match de Michael Jordan. Wow, Ouais. c'est pas payé, ça? Ben, le dernier match, là, quand il était avec Washington. Ouais. Ouais. Ça, là, j'ai vécu, je pense, le moment le plus flyé de ma carrière d'amateur de sport, parce que j'ai quand même vu des affaires le fun dans ma vie, là. Mais ce dernier match-là, là, Jordan, premièrement, je pense qu'il a fait 36 points dans le match. Puis, tu sais, il y avait sa dernière saison, là, ça se promenait, là, il faisait des games de 13 points, mais de temps en temps, ça revenait. Puis... Alors là, il est à Boston. Boston est sûr de faire les playoffs, mais ils sont comme troisième, puis s'ils passent deuxième, ils vont avoir l'avantage du terrain. C'est une game importante pour eux autres. Puis on est à Boston. Alors, la game a lieu, la game est très, très serrée. Puis là, tout à coup, vers la fin, alors que c'est tête, Jordan, il vient pour prendre une shot, puis les trois, je ne me rappelle plus de leur nom à Boston. Il y avait Pierce, il y avait les trois qui viennent pour le stuffer, puis lui, il vient pour le lancer, puis il se met le ballon dans le dos comme ça, puis il regarde en voulant dire « Come on, les gars ». Et là, les trois gars partent à rire. Ils sont crampés. Ils se reculent. Lui, il ne shot pas parce que, tu sais, il commence à dribbler, puis là, le monde commence à rire. Tu arrives à 2-3 minutes mon Dieu, 30 secondes du fin de match. Son équipe perd par 2 points. Il va au panier, il y a une faute, il y a 2 lancers. Jordan prend sa première shot, il la rentre. Il vient pour shooter la deuxième, et là, tout le monde commence à photographier. Tout le monde commence à applaudir. Les Celtics du banc se lèvent debout pour l'applaudir. Et lui, il est debout, là, avec son ballon comme ça, puis il fait pendant 30 secondes. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un jump shot, puis il est parti sans regarder si le ballon était pas rentré. Ça fait c'est comme quand et là, ils sont allés en supplémentaire, puis c'est qui a fait le point gagnant. Ah ouais, hein? Puis tu sais, moi, j'étais je sais pas, j'étais dans, mettons, au 10e rangée. On se doutait que tu n'étais pas sur la passerelle en haut, Guy. Non, j'avais des bons billets, mais c'est parce que quand tu vas voir du sport, tu sais, surtout, moi, surtout le basket. Comme on n'a pas d'équipe, tu sais, ici, là, moi, je suis fan de personne puis de tout le monde, là. Je veux dire, j'ai vu LeBron quand il jouait pour Cleveland la première fois. J'avais amené ma blonde au Madison Square Garden. Il a fait 52 points. Elle est devenue fan de basket. J'ai vu Kobe Bryant à Los Angeles. J'ai vu, évidemment, Kawhi Leonard l'année passée. Il y a 2 ans, les demi-finales contre les Bucks. C'était pas là dans le lancer qui a tombé, là. Non, c'était la partie après. C'est la partie. Hey, ça, c'était. Oui, ça, c'était hallucinant. Ça, c'était malade, là. Ça, c'était la partie après. RDS m'avait demandé d'y aller. En fait, RDS voulait m'inviter en studio pour aller en parler. Puis j'ai dit, écoutez, c'est parce que j'ai déjà acheté des billets. Et ils ont dit, veux-tu venir sur le floor pour faire. J'ai dit, oui, mais avez-vous des meilleurs billets que les miens? Là, finalement, j'étais avec Georges Saint-Pierre, puis nos conjointes, qu'ils nous ont trouvé des billets. Puis là, je me suis ramassé à l'entracte, sur le floor, en train de faire une entrevue avec Georges, qui était super content d'être là. Tu sais, il ne connaît pas super ça, le basket, mais il aime le sport. Tu sais, il y avait le gros smile. Mais c'est vous, ce qui est bien flyé, c'est que dans notre estrade, là, dans notre section, là, il y avait juste moi qui regardais la game, parce que tous les autres regardaient Georges Saint-Pierre. Ah ouais, hein? Ah ouais. Hey, GSP, là, au Canada anglais, là, c'est
tu disparais, là. Il rentre, là, puis ça suit, là. Tout le monde se tourne. Tout le monde. Puis, tu sais, c'est un cool gars, il fait des sourires, tu le quittes, là, il n'y a pas de... Mais bon gars. ouais, j'ai jamais vu ça, des réactions comme ça. Jamais. Puis Moi, il m'a dit que... Je l'ai vécu avec lui à Vegas. On avait été voir un combat, puis il était là pour regarder. C'était écœurant, ce gars-là, dans les autres pays. Puis tout ça, il n'est pas capable de marcher. Mais il m'a dit que ça, c'était pas pire par rapport à l'Asie. C'est là que c'est le pire. Ah ouais. Ou le plus intense, là, pas nécessairement le pire, là, mais où là, en Asie, c'est... Tu sais, puis en plus, non seulement il y a juste lui qui a cette gueule-là dans le monde, mais c'est certainement juste lui qui l'a en Asie. Pose pas de questions. Tu penses que tu l'as. C'est-tu lui? Non, c'est lui. C'est lui, ouais. Mais je pense que ça fait longtemps que vous êtes des chums. C'est pas juste RDS qui vous a mis sur le court puis vous êtes chums, là. Ça fait longtemps. Là. Mais en fait, c'est qu'on est devenus amis. Ça a pris quelques années, mais je l'invitais, tout le monde en parle. Juste avant qu'il fasse son premier combat de championnat. Puis il est venu, puis je le connaissais pas, puis je connaissais pas non plus le MMA, je connaissais rien là-dedans. Mais j'ai fait mes devoirs, fait que j'ai lu là-dessus, j'ai regardé, on a fait la recherche sur lui, j'ai appris comment il était. Puis on s'est super bien entendu. Puis après l'entrevue, il avait dit, je pensais, tu sais, j'avais peur de me faire niaiser. Je dis, pourquoi tu te ferais niaiser? C'est cool, fait que là, tu sais, on a sympathisé, tu sais, puis il a fait son combat, puis il a gagné, tu sais, puis j'avais son numéro de téléphone, fait que j'avais envoyé, je pense, un texto. Bravo, Georges, félicitations, Guilla, tu sais, à 2 heures du matin, le téléphone sonne. Ça crie, là, il est au MGM, je sais pas trop. Salut Guy, c'est Georges, merci de m'avoir appelé mon gars, salut, merci, c'est très gentil à toi, on se reparle. Puis là, j'ai dit, ah mon Dieu, là, de fil en aiguille, en plus, nos enfants, ils ont fait nos petits-enfants de 5 ans, ont fait de la gym ensemble, fait qu'on était des soccer dads une fois par semaine, tu sais, puis nos conjoints s'entendent bien, fait que on est devenus des amis, puis on se parle souvent. En fait, là, on se voit moins pendant la pandémie, mais on se parle régulièrement au téléphone, puis c'est mon ami. Ah, cool. C'est un méchant bon Jack. Il est fin, genre. Ouais. C'est un méchant bon Jack. Mais tu me parlais d'un tournage que vous avez fait quand tu faisais un gars et une fille. Tu es allé à LA, puis là, tu as fait un tournage, puis là, le monde t'ont dit qu'est-ce que tu veux faire, puis là, tu as parlé de basket, mais tu as été impressionné un peu des vedettes, là. Ben, il s'est passé 2 affaires dans ce voyage-là qui est bien spécial, dont une joke, je vais vous la conter avant. On veut aller faire un gars et une fille aux États-Unis. Alors, on est invité par la gang de Los Angeles, les producteurs. Puis, je suis là avec Guillaume L'Espérance, justement, qui est le coproducteur. Guy, excuse-moi, mais quand tu dis aller le faire aux États-Unis, c'est filmer là-bas le décor ou le faire en anglais? C'était le faire en anglais avec des comédiens là-bas. Puis je vous le dis tout de suite, ça n'a pas marché. Puis je ne peux pas vous dire pourquoi, ça s'est ramassé en cours. Mais c'est au début de ça. Du Roadrunner? Non, c'était pas ça. En fait, je peux te dire pourquoi ça n'a pas marché, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est qu'ils voulaient changer le concept. Okay. Un gars, une fille, c'est un plan séquence. Tu as tout le temps les 2 personnes dans le plan. Il n'y a pas de cut, ce qu'on appelle des coupures. Puis il n'y a pas de rire en canne, puis il n'y a pas de... Eux autres, ils voulaient rajouter tout ça, tu sais. Ils me disaient, hey, écoute, on est des Américains, puis on sait comment ça marche, la TV. Je dis, ouais, mais c'est parce que vous êtes le 31e pays qui venait de l'acheter, puis moi, j'ai gagné des prix à travers le monde. Fait que vous êtes bon en TV, là, mais moi, un gars, une fille, c'est moi qui sais comment le faire, tu sais. Fait que grosso modo... Ah ouais, c'est bon, ça. C'était ça, la dispute. Alors, un soir, ils me disent... Qu'est-ce que tu as le goût de faire ce soir? Je dis, ben, je sais pas. Est-ce qu'il y a du basket? Ben oui, tu aimes le basket? Je dis, ben oui. Est-ce que les Lakers jouent? Il vérifie. Mais tu vois, ils jouent ce soir. Je dis, ben, on peut-tu y aller? Ah oui, on va t'arranger ça. Fait que là, ils disent, bon, on vous ramasse à 7 heures. On arrive au Staples Center, le kit. Puis là, on rentre, puis on descend, puis on descend. Faire une histoire courte, nos places, là, ils sont en face de Jack Nicholson. L'autre bord. C'est là qu'on est. C'est ça nos billets. Wow.
Fait que t'es super bien placé. Puis en plus, les Lakers attaquaient sur le panier où on était. Fait qu'on voyait Kobe puis tout. Mais ce que je savais pas, c'est que, tu sais, il y a des stars à Los Angeles. Alors, aussitôt qu'il y a un arrêt de jeu, là, tout à coup, tu vois une actrice qui descend les marches avec sa casquette qui fait semblant de mon Dieu, excusez-moi, je suis en retard. Puis là, elle s'assoit, puis là, les caméras la suivent, puis tu la vois sur l'écran. Après ça, il y a un autre arrêt de jeu, il y en a une l'autre bord aussi qui arrive. Excusez, ou un chanteur, ou un rappeur. Puis ils font ça pendant. Tu dis, c'est encore lisse la game, ils font des entrées de vedettes pendant une game de. Tu sais, c'est sûr qu'à Cleveland, là, il n'y a pas un style vedette qui rentre là. Il y a zéro chance, tu sais. Mais ça, tu dis, bon, bienvenue à Los Angeles. C'est malade, pareil. À quel point ils se crissent la game, puis c'est juste. Au final, c'est LA, tu sais, c'est ça pareil. Là. Mais qui est là tout le temps? Jack Nicholson. Tout le temps. Lui, il est là une demi-heure avant. Ben oui, mais hein, il a ces billets-là depuis 100 ans. Il s'est même déjà fait expulser, je pense. Oui, je me rappelle de ça. Ouais. C'est le Drake de LA, dans le fond? Est-ce qu'on aurait Drake à Toronto, on aurait Jack Nicholson à LA, puis si on avait un club à Montréal, ça serait-tu Guilla qui serait là? Ou? Ben, je l'ai déjà demandé parce que quand je suis allé voir les matchs préliminaires, tu sais, les Raptors, ils ont joué. Moi, j'avais Jacques Auger qui était chez Evenco. Evenco, ouais. Il m'invitait, puis on était tout le temps assis, mon Dieu, sur la ligne du milieu, tu sais. Puis moi, j'avais dit, si un jour on a un club, là, moi, je veux ces billets-là. Wow. Je vais acheter ceux-là. Puis il a dit, je pense, tu sais, là, il y a Michael Fortier là, qui travaille là-dessus depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a un Bronfman, je pense que M. Bronfman est là-dedans aussi. Là. Mais moi, j'ai vu mes tickets. Là. Moi, je vais être là. Je vais y aller voir les 40 games. Là. Mais une game de basket, c'est fou à quel point. Moi, à Minnesota, c'était les Timberwolves. Là. Ouais. Puis nous autres, ils ont pris des billets, je pense que c'était 100$. 15 minutes avant la game, des scalpers qui avaient ça. Puis là, tu tombais troisième rangée, mais on s'entend, personne ne va aller voir une game des Timberwolves. Là. Mais c'était Kevin Love qui était là, puis c'était le petit Rubio. Chris, c'était le fun en tabarouette. Là, là t'es proche, t'entends les souliers. T'es comme, les gars, c'est des athlètes incroyables. C'est un sport tellement sous-estimé, je trouve. Là. Moi, j'ai une théorie quand même sur le basket par rapport au hockey. Au hockey, là, il y a 25 joueurs par équipe. Il y a 30 équipes, 31 équipes. Ouais. Quand tu vas voir là, les deux équipes les plus poches, là, puis que le plus gros compteur a 22 buts à la fin de l'année, ça se peut que tu trouves que c'est une partie un peu plate. Mm-hmm. Au basket, là, tu prends les deux pires équipes, ils vont faire 100 points, tu vas capoter. Puis, ils ne font pas jouer 25 joueurs, il y en a 8 qui vont jouer. Fait ils jouent tout le long, un peu comme au soccer, tu sais, ça joue toute la game. Ouais, c'est ça. C'est super impressionnant. Puis, tu les vois parce que comme ils n'ont pas d'équipement, tu sais, au hockey, des fois, avec les masques, les épaulettes, tu dis, tu reconnaîtrais peut-être pas la personne dans la rue après. Ça arrive souvent. Sans équipement, là, mais au basket, c'est ce que tu vois, là. Ben, un peu comme au soccer, tu sais. Ils sont immenses, sont gros, sont vite. Tu t'attaches plus à la cour. Oui, ben, c'est-à-dire, mais c'est spectaculaire. Ils font des jeux, là, ça n'a pas de style. Ma blonde n'avait jamais vu ça, puis la première fois que je l'ai amené, elle dit, je suis retourné là à chaque fois que tu vas y aller. Wow. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Honnêtement, c'est... Là, moi, je ne suis pas un fan pantoute. Là. Je m'excuse de vous couper, là, mais le chat est en train d'exploser. Y a-tu une chance qu'on voit un Gunfay version 2.0? Ou... Ben, 2 fois, j'ai eu une idée. Une fois, je ne l'ai pas beaucoup développée, mais une deuxième fois, j'ai eu une idée que j'ai expliquée à Sylvie Léonard, qui était assez enthousiaste. Pas mal. Même quand on s'est reparlé, elle m'a dit, j'ai une question pour toi. Penses-tu que ça va être meilleur? Puis j'ai dit, je ne peux pas te promettre ça. Ouais, parce que c'était bon en tabarouette. Ben, c'est surtout qu'on a fait un parcours parfait. Ouais. 6 ans, on a fini au top. Tu sais, puis moi qui n'ai même pas carriériste dans la vie, j'ai fait ça 2 fois dans ma vie, de dire, je pense que ce serait mieux qu'on arrête, c'est-à-dire qu'on ne revienne pas.
C'est quand on a arrêté au bout de 6 ans, on a décidé, Sylvie et moi, 1 an avant, on a dit on annonce que c'est notre dernière saison. Quand j'ai eu une idée pour poursuivre, Sylvie a dit pense que ça va être meilleur. J'ai dit je peux pas te le promettre. Puis elle a dit je sais pas si on devrait le faire. Alors qu'elle a le goût, on a le goût de travailler ensemble. On l'a pas fait. Puis l'autre fois, c'était après notre dernier bye-bye à RBO. Pour moi, était une émission parfaite du début jusqu'à la fin. Puis moi, je suis toujours le plus enthousiaste du groupe. Là. Je veux tout le temps n'importe quel projet, je dirais oui, on ferait une équipe de hockey, puis j'irais pareil, même si je patine mal, tu sais. Puis quand Radio-Canada nous a demandé de revenir, j'ai dit écoute, on ne pourra pas faire mieux que ça. Mhm. C'est une émission, tout ce qu'on a fait pendant presque 30 ans, qu'on a appris ensemble pendant presque 30 ans, là, on l'a démontré du début jusqu'à la fin, tu sais. Puis ça m'a comme enlevé le goût de faire des bye-bye. Pas parce que j'ai peur, parce que je sais, moi, que ça va être moins trillant, que ça va être moins bon, que ça va être... Puis, alors, quand tu es rendu là, dans ton esprit, tu es aussi bien de laisser des gens qui ont le goût de le faire pour le vrai, et pour qui ça va être un challenge, et pour qui ça va être une fierté. Une Coupe Stanley, un peu, ouais. Ouais, c'est Ben, ça devient comme une Coupe Stanley. Ben oui, Mazan. Ah, le monde sont déçus. Quel Désolé échec. tout le monde. Ils vont Ouais, mais faire un film. Un film d'1 heure, un gars de fille, puis c'est tout. Une émission. Puis en plus, tu sais, j'ai 60 ans, là. Un gars, une fille, 60, un vieux, une vieille, là, tu sais. Dans un gars de C'est fille, ce il qui tombe pourrait être grand-père. drôle. C'est ce qui pourrait être bon. Il tombe grand-père. Ouais, mais tu sais, puis en plus, il faut être représentatif des gens de ton âge, tu sais. Ouais. Moi, 60 ans, je fais pas des affaires que les gens de mon âge font. Je sais pas. En fait, je sais pas c'est quoi un gars de 60 ans soit à la pré-retraite ou à 5 ans de sa retraite. Je fais pas un travail qui est... Non. Tu sais, c'est pas nous qui décidons c'est quand notre retraite, c'est les C'est gens. pas la même réalité, ouais. C'est pas du tout la même réalité. Mm-hmm. Donc, je me sens comme un peu éloigné de la réalité des gens de mon âge. Je la file pas tellement. Non, t'as raison. Il y a un match que je veux t'entendre là-dessus, parce que c'est quand même historique. Tu étais au match canadien quand le PQ est rentré au gouvernement. Ça, je trouve ça hot comme histoire. Ça devait être vide dans le forum. C'était à moitié rempli. C'était un soir d'élection. Puis c'était dur d'avoir des billets au forum parce que, évidemment, c'était tous des billets de saison, surtout d'un rouge. Puis moi, j'avais, en 76, j'avais 16 ans. Fait que je votais pas. Puis mon père m'avait donné des billets, que je travaillais pour une compagnie, il y avait des billets. Fait que je m'en vais au hockey. On rentre dans le forum, puis en général, c'était tout le temps rempli. C'est à moitié rempli, puis c'est surtout d'un rouge qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Genre, plus tu montes, plus qu'il y en a, tu sais. Alors, la game commence. Je pense que c'est les Blues de Saint-Louis, mais je ne gagerai pas, là, ça fait longtemps. Puis, je suis pourri là-dedans, là, mais mettons que c'est les Blues. Puis tout à coup, Claude Mouton, il dit, à la fin de la première période, au début de la deuxième, Radio-Canada vient d'annoncer que le Parti québécois a été élu, tu sais. Là, il y a un asti de silence de mort d'un rouge. Hein. Quand et coup, ça commence à applaudir en haut. Et moi, je ne sais pas si je l'ai inventé, là, mais j'ai vu Mario Tremblay qui a fait tac-tac avec son hockey. Là. Ça fait trop longtemps, là. Mais j'ai un feeling qu'il y a eu une réaction. Scotty Bowman, il m'a acheté sa gomme en tabarnak, mais il l'était tout le temps. Fait que, c'était pour quelle raison, c'est ça? Je présume même pas que c'était pour ça. Mais, il chiquait sa gomme. Ouais. Puis, je pense que dans le livre de Serge Savard, dans sa bio, là, il en parle de ce match-là. Mais lui, il en parle de l'intérieur, tu sais, en disant les joueurs, ça parlait pas de ça. Il y avait pas mal de francophones, mais ils ne parlaient pas de politique. Puis il savait que Mario Tremblay, tu sais, en tant que Bleuet, il était probablement, là, mais que c'était pas. Que lui, il l'était pas pantoute, ça va, il n'a jamais été là-dedans. Là. Lui, c'était plus conservateur puis fédéraliste, mais que s'entendait bien avec Tremblay, puis c'était son coéquipier. Puis tu sais, c'était pas. Fait que finalement, moi, mon anecdote savoureuse que je trouve formidable, dans le livre,
c'est un paragraphe semi-plate, tu sais. C'est ça. C'est comme, OK, bon, faut en parler. Oui, exactement. On ne l'a pas vécu de la même façon. On a, toi, tes années que tu étais vraiment fan du Canadien, c'est 67-77, c'est ça, hein? Ben oui, quand 17 ans, puis ben c'est quand leur dernière Coupe Stanley? C'est-à-dire dans les années 70, là, ils en ont gagné 5 en ligne. Là. 79, 78? C'est ça. 78? Moi, après ça, j'ai décroché beaucoup du hockey. Fait qu'on... Ils ont commencé, tu sais, ils ont échangé la fleur. L'équipe a commencé. Dryden est parti. Puis, tu sais, quand tu as vu une équipe qui est championne du monde 7 fois en 10 ans ou quelque chose de même, là, elle ne gagne plus, tu sais. Ouais, c'est Puis moi, j'étais en 79. appartement, j'avais une C'est blonde. pour ça qu'on va tester ses connaissances, hein, Guy, c'est ça? Un petit quiz. Ah, là-dessus? OK. Ah, Ben, tough. allez-y. Ben, tough, là. Mais là, c'est c'est tough, là. quiz C'est- canadien 67-77. OK. Mais on est allé fort. On est allé cochon. On est allé chien. On a on été est comme chien. toi avec Francis Radé. OK. C'est bon. Fait que j'en aurai pas beaucoup. Allez-y. OK, Pas c'est bon. grave. Qui portait le numéro 14 des Canadiens en 67? Est-ce que c'était Ted Harris? Non. Non, je vais te donner une deuxième chance. C'est un Oui. Ralph. Oh, Ralph Backstrom. Yes! J'aime ça. c'est Là, vrai ça, que c'est il quand même connaît très bon un game pareil, en là. tabarouette, Tiggy, là. OK, Ralph Backstrom. Ah oui. Je n'avais Oui, sorti 5, oui, c'est il vient 10, de mais on mourir, va poser 10. On aurait pu lui donner un warm-up pareil, Guy. Ouais, on c'est vrai. est chiant. Quel numéro avait Maxime? Le numéro 11 des Canadiens en 68-69. Ouais, ça, c'est la première question. Mais j'ai un indice si jamais. Elle est tough en crise. Là. Elle est tough. En quelle année, t'as dit? Numéro 11 en 68-69. Terry Harper? Non, Non, c'est lui, c'était- trop, non, on est c'était- trop chien. Là. Tough, Il a joué hein. 9 Ouais. matchs, il a fait une passe. Jude Drouin. Ben, le pire, c'est que je me rappelle de son nom, mais pas de son numéro. Je me rappelle OK, de celle-là, tu vas Jude l'avoir, Drouin. c'est sûr. Celle-là, tu vas l'avoir. Ouais. 70-71, qui ont été les deux entraîneurs-chefs du Canadien? Al McNeil et Claude Guel. Wow! Exact. C'est En bon. 70-71, ouais, c'est Ouais. ça. Exact. Ouais. 70-71, qui étaient les deux gardiens des Canadiens avant l'arrivée de Dryden? Rogatien, Vachon et Gum Porsley. Non. Ben, Rogatien Vachon, oui. Ah, ben attends, OK, Michel Larocque? Non, Phil As-tu donné la- Meyer. Ah, non, Philippe Mire. Philippe Mire, c'est ça. Phil Mire, c'est Philippe ça. Mire. Ah, bon, ouais, excuse-moi. Ouais, bon, j'en avais Ben, Ouais, c'est mais correct, c'est c'est bon, mon pareil, quiz, t'es- tu me corriges la façon de le dire. Fait qu'au final, c'est toi Non, qui as mais- raison. Non, non, mais c'est un francophone, Philippe Mire. C'est un gars du Québec. Ah, ok, c'est bon. J'aimerais juste citer Guillaume, penser que c'était Phil Meyer. Phil Meyer. Phil Meyer. Phil Meyer, il vient de se retourner dans sa tombe. Philippe Mire. OK. En série 77 pour remporter la Coupe Stanley, quelles sont les 3 équipes que les Canadiens ont battues? Boston, Oui. Philadelphie, Non. non? Ah, qui c'est qui était bon dans ce temps-là? Boston. Les Islanders, Ouais. Ouais. OK. Puis je pense que la finale, c'était pas eux autres. La finale, c'était un club plus facile. Ça s'est gagné en 4. Ouais. Colin, attends, Islander, en 4, ça va être Un une club que équipe, Max a joué. On ne l'aidera pas trop. Il ne connaît pas l'équipe que tu as joué. Non, mais pourquoi c'est-à-dire, c'est pas Los Angeles, là, mais c'est un club comme ça. C'est un club. On en a parlé tantôt. J'ai parlé d'eux autres, de ce club-là. Ah ouais? Okay, j'ai manqué un bout de l'entrevue. Moi avec. Non, hey. Les Blues. Ah, c'était les Blues! Ouais. Colin, il réussissait à faire des. OK, les Blues. Mais tu as eu 2 autres pareils, c'est vraiment bon. C'est Oh. très bon. La question piège, Guillaume, la prochaine. Là, le numéro 4 des Canadiens en 1976. Ah, c'est chiant, ça. Mais il n'y en avait pas. Jean Béliveau, ils ont tiré son numéro. En 76.
Ah oui, Jean Béliveau, il a fini en 71. Il n'y a pas eu de numéro 4 après. C'est marqué John Van Boxmeer. Moi- Comment il aurait pu faire ça? C'est pas nous Non, autres mais qui- Jean Béliveau, c'était bien le numéro 4. Ben oui. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Ah, moi aussi, Je là. serais tu bien dis ça. surpris que John Van Boxmeer ait Je eu le retourne dans mon numéro qui téléphone. était accroché en Je Moi retourne aussi, dans je mon suis- téléphone, puis si la réponse n'est pas bonne, on fait rentrer Louis-Philippe Doré dans le Non, chat, non. Guillaume. 76-77, Montréal canadienne. Numéro John Van Boxmeer, 4 matchs. Est-ce qu'il n'y a pas son numéro? Écoute, ça n'a comme pas d'allure. Il est Non, sorti. ça n'a pas d'allure. Il ça. a fait garrocher des. Ben non, ça Recherchez. n'a pas d'allure, là. Rentre. Il s'est fait garrocher des. Retirer le 4 octobre 71. Non, non, LP est dans le champ. Non, non. OK. T'as raison. OK. C'est bon. Ben, c'était LP, c'était hey, ça la colle, Max. Attends une minute, LP nous texte. Le numéro à Béliveau n'était pas retiré encore, je crois. Ouais. Faites-moi rentrer Louis-Philippe Doré dans le chat, s'il vous plaît. Ah, lui, laissez faire. Là, avec Écoute, ses questions. ça se peut, mais je serais bien. Écoute, Mais- il me semble que tu Mais t'en tu sais, vas te faire Non, tirer mais ça ils du viennent, cœur. tu parles de se faire- mériter une game de bid and show. Quand, quand tu parles de faire confiance à ton équipe autour de toi, moi puis Max, on Ouais. monte les entrevues à deux depuis 1 an. C'est moi puis Max qui se parle, qui fait nos recherches, puis on fait toutes nos affaires. LP Doré, on fait un spécial Super Bowl. On n'est vraiment pas bon en foot. Fait qu'on dit à LP, hey, peux-tu juste nous faire 2-3 kickers, tu sais, pour starter? Fait que là, Bien enlevé. Bien j'avais enlevé. le 4 octobre 71, le retrait de son chandail. Fait que là, je parle à LP, je dis, hey, LP, peux-tu me faire l'entrevue d'Éric Lapointe, le joueur de foot, tu sais? Il dit, il est allé à l'université Acadia. Fait que là, je parle à Éric Lapointe juste avant de rentrer en onde. Je dis, fait qu'on va starter avec l'université Acadia. Mais non, tabarnak, je suis allé à Mont Valley, genre, complètement off. Fait qu'à ce temps- puis là, cette question-là, ben c'est ça. C'est LP qui l'a écrit, puis encore une fois, il Bon, fait- ben LP, t'as fait des questions, on s'en va au recyclage. Ouais. Il est Ouais, out. c'est il n'en posera plus de questions, Guy. C'est fini, LP. Mais ton savais-tu mandat. une chose que quand tu fais une erreur aussi niaiseuse que ça, des fois, l'invité se braque. Tu sais, moi, ça m'est arrivé des fois de dire tu es né à Sudbury en 1976, puis on dit non, c'est en 75. Puis juste parce que, en fait, je m'en calisse, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit, je ne sais même pas pourquoi j'ai donné cette information-là, mais là, l'invité se braque parce que si tu t'es fourré dans sa date de fête sur Wikipédia, ça veut dire que c'est assez slack, l'entrevue. Tu sais, c'est assez. Ouais. Puis c'est bien, bien, bien important. Bien évidemment, je m'en calisse de John Van Boxmeer. Puis on est rendu à la fin de l'entrevue. Mais ça, c'est le genre d'affaire que quand ton invité il n'est pas sûr s'il aurait dû venir, là, puis que tu fais une erreur comme ça, là, Admettons que tu commences pas de même. non, tu ne fais pas ça. Tu ne parles pas de John Van Boxmeer en début d'émission. Tu peux juste te tromper. Mais, Est-ce que- dernière- oui. OK, il y a une photo de lui. Oui, quel Ah, numéro ça, qu'il y c'est a? John. Non, c'est John Van Boxmeer. Ah, Ça, t'es ça vraiment, me- hey, LP, t'es vraiment proche. Je pense que le numéro 27, Ouais, il y a le 2 quelque chose. En tout ça cas, va bien, Louis-Philippe. LP, c'était ta dernière fois qu'on prenait tes questions. Bon, Ouais. C'est fini. on a le segment, la petite vite qu'on appelle, c'est la dernière question. Ben, c'est 2 questions en fait. Ils ont été composés par Maxime et Guillaume en passant. Donc Ouais. il y a pas, Fait que, hey, braque-toi pas, Guy. OK. Ton foursome de rêve, tu as le droit d'inviter. On va dire 4. Vous jouez à 5 cette journée-là, tu as le droit d'inviter 4 personnes pour jouer au golf, peu importe. 4 personnes. Avec qui j'ai jamais joué, là, disons. Non, tu peux. Ça peut être ton. Peu importe. Là. Moi, ça peut être Maxime. OK, ben ça serait probablement, juste pour voir quelqu'un qui joue bien au golf, ça serait Tiger Woods, Mhm. Michael Jordan, Guy Lafleur. Là, je suis rendu à 3. 3. Puis Bruno Landry, on pourrait tout rire de lui Il est drôle à table. Il est drôle à table. pendant qu'il joue au golf. Bon, j'aime ça. Puis tantôt, c'est drôle parce que je t'en ai parlé de la rencontre la plus impressionnante. Puis tu m'avais nommé un nom. Puis tantôt, on a eu quelqu'un qui nous a dit parle-y de le nom que tu m'as donné l'autre fois. Il dit c'est son parrain spirituel ou son. Je me souviens pas du nom que tu m'as donné, mais c'était quoi le nom de ta rencontre la plus impressionnante ou genre ton mentor, la personne qui t'a. Ah, ben Pierre Bourgault. C'est ça, C'est Pierre de lui Bourgault. que Exact. tu Il y a quelqu'un qui parles? nous a dit parle-nous de Pierre Bourgault. Ah, c'est vrai, bon, mais ça tombe Ouais. bien.
Ouais. Pierre Bourgault, c'est un gars qui a fondé le RIN, qui était un mouvement indépendantiste avant le PQ. C'était un très, très grand tribun, là, qui s'exprimait là, devant des foules, puis le plus grand tribun qu'il y a eu au Québec. Quand René Lévesque a fondé le PQ, Pierre Bourgault a lui-même saboté son parti pour pas qu'il y ait 2 ou 3 partis souverainistes ou indépendantistes, parce qu'il y en avait 3 à l'époque. Et Lévesque a toujours tassé Pierre Bourgault, parce qu'il le trouvait un peu trop radical, mais aussi ça lui faisait probablement de l'ombre. Alors Pierre Bourgault s'est trouvé dans dans la dèche, au début des années 70, là, sur le BS, personne ne voulait l'engager. Et Robert Bourassa a été le premier qui lui a donné une chance, alors qu'il était pour le Parti libéral et qu'il était premier ministre, parce que c'était des amis de collège. Et après ça, l'UQAM l'a engagé comme professeur en communication. Moi, je suis arrivé en communication à l'UQAM. Et la seule raison pourquoi je suis rentré en communication à l'UQAM, parce que j'étais supposé aller à Laval, à Québec. C'est parce que j'avais rencontré une fille, puis j'avais plus le goût d'aller à Québec, j'avais le goût de coucher avec à la place. Alors, je me suis inscrit en communication. J'ai été accepté. Bonne raison. Puis j'étais le plus jeune en communication. J'avais 18 ans, puis la moyenne d'âge était plus élevée parce que à l'UQAM, tu pouvais rentrer à l'université à 22-23 ans avec de l'expérience professionnelle. Moi, j'arrivais du cégep. Puis Pierre Bourgault m'a pris sous son aile. Puis c'est dans son cours que je me suis rendu compte que j'avais une certaine habilité à parler en public, puis à écrire, puis être capable de faire des genres de stand-up, mettons. Là. C'était pas tout le temps drôle, mais c'était le même genre de structure. Puis, fait que c'est lui, puis il m'encourageait beaucoup. Fait que je me suis rendu compte que j'avais un certain talent là-dedans, alors que j'avais jamais pensé faire ça dans ma vie. Alors, finalement, en communication, c'est là que j'ai rencontré les membres d'RBO. Alors, cette rencontre-là, puis les gars d'RBO qui étudiaient avec moi la même année ou l'année avant. Ils devaient être chic en esti, eux autres, à l'école. Ben, le pire, c'est que comme la plupart des humoristes, on était assez sérieux. Un party d'humoristes, là, c'est l'affaire la plus plate au monde, là. Vous autres, là, j'ai entendu dire ce que vous faites dans vos parties, là, mais tu mets 15 humoristes ensemble, là. Non. Et, ouais, mais mets 7 joueurs de hockey, 7 humoristes. Oh, là, ça. Ouais. Là, il vient d'avoir un problème. Oui, mais c'est parce que tu as 7 têteux qui veulent parler à des joueurs de hockey. Ah, c'est pour ça. Ah oui. Puis il y a moi qui attends qu'il ait fini de parler. Guy, je suis désolé, mais je viens de recevoir un texte, là. Oh. Site de la Ligue nationale de hockey, numéro 4, dans l'uniforme du Canadien. Là, on a vraiment des recherches à faire. Là. Hein? Mais ça honnêtement, oui, mais je suis curieux de savoir, mais ça n'a pas d'allure, honnêtement. On va faire des recherches parce que je pense que je suis sûr que j'avais fait parler autant de lui à Montréal, M. Van Buxmere. Si son chien d'habitude, c'est sûr qu'il est premier en ce moment sur Hockey DB. C'est sûr. À toute fois qu'on a quelqu'un qu'on parle, il est premier dans l'heure. Puis s'il y a une carte de hockey avec le numéro 4 de John Van Buxmere, elle vaut cher. Achète-la. On va te l'envoyer, c'est sûr qu'on va te l'envoyer. Hey, c'est bon, si, j'en reviens pas. Il a porté le 4 avec Buffalo et les Rockies. OK, mais on va. Oui, ça c'est correct, mais avec Canadien. Avec Canadien, ça fait pas de sens. Non, zéro. C'est impossible. Pas M. Jean Béliveau, il n'y a personne qui prend ce numéro-là. Pas question. Non. Alors que Jean Béliveau est dans l'organisation puis qu'il est vice-président. Non, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Non, je ne crois pas à ça. Non, ça ne marche pas en tout, c'est sûr. Le monde, il check. Si le monde, il ne lâche pas d'écrire. Il y a de la recherche qui se fait. Il n'y a plus personne qui nous écoute. Ils sont tous. Guy, moi je veux te remercier. Là, moi aussi. On est tellement contents que tu sois venu nous voir. C'est vraiment apprécié. Tu nous as invités à ton show. Tout le monde en parle. C'était le premier step pour nous. C'était un rêve, mais de t'avoir. On le dit, moi, Guillaume, on avait 4 personnes en tête. Là, GSP, Patrick Roy, Céline Dion, puis Guillaume Lepage. Ben, on a eu 2 sur 4 à date. Puis on est vraiment. Puis malheureusement, les 3 autres ont refusé. On est allé dans. On a eu GSP 2 fois à date. Non, mais Georges, il aime ça. Puis Georges, aime ça communiquer. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime ça parler. Là, puis je suis sûr que la pandémie, là, ça le tue. Là. Je pense que
vous pourriez le faire jouer aux échecs, puis il serait bien intéressant. Ça se peut, mais je suis pas bon aux échecs. Je suis pas bon aux échecs. On va prendre de quoi que moi le battre. Non, mais lui, il apprendrait. Il veut apprendre. Il est très curieux. Ah non, c'est ça qu'on parlait, moi et Max, autrefois. À toute fois qu'on le reçoit, il y a comme, peu importe dans quel domaine tu l'amènes, il y a une leçon. C'est impressionnant, il y a tout le temps quelque chose, t'es comme, Chris, pourquoi il y a quelque chose à dire là-dessus, mais genre que tu finis en réflexion, tu sais, c'est comme, il est vraiment, ces athlètes-là ou ces personnalités-là ont quelque chose de plus que les autres qui fait que c'est ces personnes-là, tu sais. Ils ont vraiment quelque chose. Oui, je suis d'accord. Ouais, ils sont impressionnants. Oui, il fait partie de ces gens-là. La mince élite, là, l'élite de l'élite. Là, il n'y en a pas beaucoup de même. Non. Ce qu'on appelle la crème de la crème. La crème de la crème, c'est ça. Exactement. C'est très bien dit. Oui, c'est ça. J'ai utilisé un grand chemin pour finir pour la crème de la crème. Oui, merci. Merci Guy pour ta conclusion. C'est bon. On pourrait même l'appeler la crème Van Booksmeyer. C'est pas qu'on finit le show. Lui, on n'a jamais nommé autant son nom dans sa vie que ce soit. Ah non, c'est bon. C'est bon. C'est que j'adore ça. Guy, merci d'être venu. On apprécie bienvenue. On apprécie Salut vraiment. les gars, c'était très le fun. Puis merci vous autres d'être venus à Tout le monde en parle. C'est très apprécié. On revient quand tu veux. On revient quand tu veux. Salut. Salut, bye bye. Bye. Non.